Salut à toutes et à tous, vous regardez la nouvelle édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité de votre web TV Le Média. À la une aujourd'hui, EDF, le géant public français du secteur électrique, sera-t-il complètement démantelé puis bradé à des intérêts privés en raison de pression de la Commission européenne sur l'État français? C'est en tout cas ce que redoute un grand nombre de salariés, mais aussi de leaders d'opinion et de responsables politiques. Pour en parler, je recevrai Philippe Page-Lemérour, secrétaire du comité social et économique central d'EDF, engagé dans une campagne visant à empêcher la mise en place de ce que la direction appelle le plan Hercule. Avec Noam Anouar, ancien policier et lanceur d'alerte, nous évoquerons entre autres un sujet de mécontentement qui monte, les amendes abusives pour violation du couvre-feu. Et une histoire un peu folle, mais caractéristique d'une politique du chiffre absolument punitive, loin des considérations sanitaires et épidémiologiques. Mais avant ça, faisons une petite revue des sujets d'actualité traités par la rédaction du média ces derniers jours et que vous pouvez toujours lire ou regarder sur nos réseaux ou sur notre site lemediatv.fr. Lundi dernier, nous avons diffusé un reportage de Romain Madout sur Pascal Chatillon, boulanger menacé d'expulsion de son domicile et de son local commercial en plein Paris. On regarde un extrait. Des slogans pour un habitat plus digne, quelques pancartes de l'association Droit au logement. Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées mercredi 3 février devant le siège du bailleur social francilien Antin Résidence. Objectif, défendre un locataire sous le coup d'une procédure d'expulsion. Cette manifestation a lieu 2 jours après la publication du rapport 2021 sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Un état des lieux alarmant, la crise sanitaire est passée par là. Les bailleurs sociaux ont comptabilisé 65 millions de retards de paiement supplémentaires par rapport à l'avant-Covid. Ces retards de paiement sont devenus le cauchemar de Pascal, le boulanger menacé d'expulsion. Ils veulent me mettre à la rue avec mes 4 gosses. Puis je perds mon boulot, tout. Je perds une vie de travail entière. Depuis 1 an, c'est un calvaire. Une baisse de chiffre d'affaires de 90% pendant le Covid. C'était le coup de trop. Hier, c'était une enquête d'Irving Magie sur le business juteux des frais bancaires qui se porte très bien, alors même que la crise économique s'aggrave dans la continuité de la crise sanitaire. À mesure que le découvert s'accentue et dépasse le découvert autorisé, les frais s'accumulent au point qu'il devient impossible de se sortir du découvert et du cercle vicieux des frais bancaires. Quand on prend le mois de mars, voilà, donc ils vous remettent encore les récapitulatifs des frais bancaires, et là on atteint un total de 100 €, rien que sur le mois de février. Et après ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, exactement. Voilà, frais de rejet, 184 €. C'est des montants, en fait, hein, qui augmentent au fur et à mesure que vous vous enfoncez, en fait, tout simplement. Là, pareil, hein, j'ai encore des frais bancaires. Là, j'ai 303 € de frais bancaires. Entre le 12 juin et le 10 juillet. Sur une année, j'ai 1000 € de frais bancaires, à peu près. Via Twitter, notre journaliste Nicolas Maillard a couvert hier un rassemblement en la mémoire de Guillaume, étudiant qui avait accusé des membres importants du Parti communiste français de violences sexuelles et qui avait été à l'origine du hashtag #MeTooGay. C'est pour cette raison que ce rassemblement s'est tenu devant le siège du PCF. Les amis de Guillaume affirment que le jeune homme a été, et je cite, détruit par la campagne souterraine d'intimidation et de harcèlement suite à son témoignage. Je vous invite aussi à lire l'article de Taha Bouafs, Théo Cazenave et Filippo Ortona qui nous révèle des pans méconnus de l'affaire Benalla, c'est-à-dire de ce 1er mai 2018 où le chargé de mission à l'Élysée a usurpé le statut de policier et tabassé des personnes se trouvant place de la Contrescarpe. Le 8 février, le parquet de Paris a requis le renvoi d'Alexandre Benalla pour violence volontaire, immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique et port d'armes non autorisées. Nos journalistes ont eu accès au réquisitoire, 121 pages qui se lisent comme un roman, desquelles émerge un récit lunaire entre intrigue, lutte de pouvoir et violence policière. Pour prendre connaissance de ce récit, regardez le lien contenu dans la description de cette vidéo. Place désormais à notre entretien avec Philippe Page-Lemérour, secrétaire du comité social et économique central d'EDF, qui a pris la tête d'une campagne contre ce qu'il considère comme la privatisation programmée du géant français de l'électricité. Une privatisation qui, si l'on en croit, revient à brader les pans les plus rentables du groupe public pour enrichir des intérêts privés que l'on imagine puissants.
Bonjour, Philippe Page-Lemiroux, vous êtes secrétaire du comité social et économique central d'EDF. Déjà, première question, c'est quoi cette institution? Le comité social et économique central d'EDF, c'est l'instance de représentation nationale du personnel d'EDF, où siègent donc les élus des 4 organisations représentatives, hein, qui sont également en lien avec les élus des 47 CSE, comités sociaux et économiques, qui sont sur les différents métiers, différentes directions, différentes centrales d'EDF à travers le pays, et qui donc remontent à la fois les questions émanant du personnel et qui traitent également les questions d'organisation financière ou de politique sociale relative à l'entreprise. Donc c'est un peu la voix des salariés d'EDF, et vous êtes hostile au projet de réorganisation d'EDF dénommé projet Hercule. À première vue, c'est une question de couleur. Il y aurait un EDF vert, un EDF bleu et un EDF azur, mais vous, cela ne vous plaît pas? Non, effectivement, on est hostile depuis le début. Ça fait déjà 2 ans qu'on manifeste notre opposition à ce projet, parce que, mais vous l'avez dit, alors il y a 3 couleurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 sociétés qui vont voir le jour au lieu aujourd'hui d'EDF Maison Mère. Donc hostile, pourquoi? Simplement parce qu'on va diviser et mettre en concurrence notamment les 3 moyens de production d'EDF, qui sont le nucléaire, l'hydraulique et le renouvelable. Au lieu de les faire fonctionner en complémentarité entre elles, eh bien, le projet, c'est de les mettre en concurrence, mais c'est aussi un projet de privatisation de l'électricité, puisque le projet, il porte en lui de créer dans ce qu'on appelle vert, l'ouverture du capital à hauteur de 30 à 40%. On ne sait pas très bien, parce que c'est encore à l'état de brouillon. Dans EDF vert, et donc la perte finalement de la souveraineté et de l'indépendance publique sur ce domaine. Pourquoi? Tout simplement parce que dans EDF vert, il y aura à la fois les réseaux, l'activité commerciale, l'activité d'outre-mer, les services et l'activité des énergies renouvelables, autrement dit, là où on peut faire du fric rapidement, sans risque, du rêve pour les actionnaires, en fin de compte. En fait, on reformate EDF pour le rendre intéressant. En fait, on vend les bijoux de famille et on garde ce qui coûte. Donc, le contribuable, quelque part, sera amené à financer les groupes privés qui vont avoir les meilleurs morceaux d'EDF, si on vous suit. Oui, en fait, on a un projet qui propose finalement à ce que le risque de l'investissement sur les grosses installations, qu'elles soient nucléaires ou hydrauliques, soit tenu par l'argent public, et que finalement, là où on dégage de la valeur à court terme, ce qui est appelé la croissance, le cash, le pognon pour aller vite, soit finalement ouvert aux investisseurs. Alors évidemment, c'est un peu facile, puisqu'on voit que quand il y a besoin de forts investissements, et ça a été le cas dans l'histoire, hein, déjà à de nombreuses reprises, par exemple, on a un parc nucléaire, un parc hydraulique qui a demandé de forts investissements. À ce moment-là, tout était nationalisé. Et puis en 2004, on a commencé à ouvrir le capital en disant bah, maintenant on fait moins d'investissements, mais on a des retours sur investissement, on va en faire profiter les copains. Allez, hop, on ouvre déjà le capital d'EDF Global en 2004. Et puis finalement, on a un nouveau mur d'investissement qui arrive pour reconstruire un parc de production. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah non, bah là, on va renationaliser pour faire face à ce mur d'investissement. Par contre, comme il y a une partie qui peut faire du fric rapidement, eh bien celle-là, on va l'ouvrir au capital. Et je donne mon billet que dans 10 à 15 ans, si ce projet voit le jour, dans 10 à 15 ans, on nous expliquera que finalement, on peut aussi ouvrir le capital de bleu et d'azur, puisque bleu, ce serait l'entité qui contiendrait les activités nucléaires, et azur, les activités hydrauliques. Alors, quelque part, il y a aussi un problème financier comptable, c'est-à-dire que vous estimez que si on subdivise ainsi EDF, la partie, le cœur nucléaire et hydraulique, cette entreprise-là deviendrait déficitaire de manière fatalement, puisque finalement, on empêcherait à EDF d'avoir une sorte d'équilibre qui lui permet de financer ses propres investissements, si je comprends bien. Oui, de toute façon, à partir du moment où on sépare des activités, on casse non seulement les complémentarités, mais en plus, on crée des interfaces.
créer des interfaces, et c'est ce que le marché a créé depuis maintenant plus de 15 ans. Chaque fois qu'on crée une interface, en fait, vient dans cette interface soit un trader, soit quelque chose qui gère l'interface, une entité, mais à chaque fois, c'est payant. Donc ça se retrouve sur le coût de la facture. Donc casser la complémentarité des moyens de production notamment, c'est amener à une augmentation de la facture et c'est surtout à complexifier le système du réseau électrique français, qui est déjà très complexe. Et donc c'est non pertinent pour la collectivité nationale, c'est non pertinent pour les usagers, non pertinent pour les salariés, c'est pertinent pour une seule catégorie. Ce sont ceux qui viennent faire de l'argent sur le marché de l'énergie. Est-ce que vous sentez déjà ceux qui sont en train d'arriver pour faire de l'argent sur ce marché-là? Est-ce qu'il y a des signaux? Le marché de l'électricité, c'est le marché peut-être le plus porteur des prochaines décennies, pour ne pas dire des prochains centenaires. Pourquoi je dis ça? Parce que le monde sera électrique, c'est ce que tout le monde dit. On a le défi climatique qui impose à décarboner le maximum d'activités pour aller vers la neutralité carbone. Donc on parle beaucoup de transfert d'usage, c'est-à-dire la mobilité, mais aussi de façon différente de se chauffer, les pompes à chaleur, mais également les questions du numérique. On connaît les histoires de data, la 5G qui arrive. On aurait finalement un monde dans les décennies qui arrivent, qui serait décarboné, mais qui, pour pouvoir avoir de la puissance et de l'énergie, fonctionnerait essentiellement à l'électricité. Donc c'est quand même extraordinaire qu'au moment où on a les perspectives les plus incroyablement positives sur une entreprise comme EDF, c'est-à-dire un champ, un cahier des charges immense à couvrir, on se dise tiens, c'est le moment de privatiser. Bah oui, évidemment, parce qu'il y a un max d'argent à faire dans les prochaines décennies. On n'est pas chez Kodak, qui a vu arriver à un moment donné le numérique et qui faisait de l'argentique. C'était la catastrophe. Non, nous, c'est l'inverse. On fait de l'électricité, on produit, on transporte, on distribue, on vend de l'électricité à EDF. Et on nous promet un monde qui sera électrique. Donc, en fait, il y a des pentes de croissance à venir énormes. Et là, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte une sombre histoire de dette, qui finalement, quand on regarde un peu la dette, on peut en parler, la composition. Mais en tout cas, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est certainement pour ceux qui sont les adorateurs du marché et à vouloir faire de l'électricité un vrai business, c'est le moment le plus opportun pour aller au processus de privatisation. En tout cas, ce qu'on peut voir comme citoyen, c'est que, vu que ce sont les États, en fait, qui sont à la manœuvre dans les processus de transition énergétique, et si on est vraiment sincère, ce sont les États qui doivent avoir les leviers pour décarboner, puisque finalement, c'est leur responsabilité, et ils devraient, normalement, ces États, contrôler ces leviers, notamment l'électricité, voire un certain nombre de transports publics, le train. A priori, c'est un levier d'action publique. Tout à fait. On parle là d'un produit de première nécessité, qui est l'électricité. Nous, on considère qu'on ne peut plus vivre sans électricité. Et donc, plus que jamais, on exige à ce que ce soit la puissance publique qui reprenne la main, on le dit, sur une entreprise comme EDF et sur l'avenir de la stratégie en matière énergétique en France. Ça ne serait pas une première dans l'histoire. À la Libération en 1946, alors que la France était exsangue, il y avait plus rien, il fallait bâtir, reconstruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une loi de nationalisation qui a permis de mettre dans le giron public 1450 entreprises, dont beaucoup avaient collaboré avec l'occupant. C'est pas qu'un détail. Mais en tout cas, de renationaliser, de nationaliser ce secteur pour en faire finalement un des leviers qui a permis la reconstruction du pays. Et une belle reconstruction à l'époque. Alors, la Commission européenne est la cible de plusieurs critiques des partisans de l'intégrité d'EDF. Pourquoi? Bon, la Commission européenne et EDF, c'est pas une longue histoire d'amour, c'est clair, puisque franchement, quand on regarde l'histoire d'EDF, l'ADN d'EDF dont on vient de parler, c'est-à-dire sa naissance en 1946, puis toute sa longue histoire. EDF va avoir 75 ans dans quelques semaines. Elle a permis de traverser, de relever tous les défis du pays en matière industrielle, en matière climatique et de réponse aux besoins. Cette entreprise est un ovni dans le ciel libéral européen, hein, tout simplement. Elle ne correspond pas du tout au modèle de la Commission européenne depuis sa création, et encore moins à sa sacro-sainte Commission de la concurrence. On a affaire à un service public parce que le peuple français a décidé d'avoir ce service public après-guerre. Et puis, finalement, on est sous contrainte, paraît-il,
mais nous on considère qu'on peut s'en libérer, paraît-il sous contrainte d'une commission européenne qui impose le découpage, le morcellement, la séparation des activités de production, de transport, de réseau, de commercialisation, pour finalement créer une myriade de sociétés, et toujours avec le même leitmotiv: comment on met en place la concurrence sur le marché de l'électricité. Là où c'est intéressant, c'est que la concurrence, elle a été effectivement mise en place graduellement, au début pour les entreprises, puis pour les particuliers. Mais que la concurrence, elle a fait monter les prix. On nous a expliqué, à nous, mais aussi aux citoyens, il y a quelques années, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Grâce à la concurrence, les prix allaient baisser partout. Or, les prix ont augmenté de plus de 50% depuis l'ouverture à la concurrence. C'est une négation de la religion bruxelloise. Surtout, on a l'impression que la Commission européenne est le relais de la pensée du FMI, parce que dans des pays du Sud, ces processus sont arrivés à leur terme il y a de nombreuses décennies. Bon, c'est une catastrophe énergétique dans tous ces pays. On peut observer le résultat. Et à l'époque, d'ailleurs, la France, l'État français soutenait des processus de ce type dans ces pays-là. Mais quelque part, on a l'impression que finalement, la religion bruxelloise, c'est aussi la religion des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale ont imposé ce type de privatisation, de morcellement-privatisation à des pays du Sud, notamment en Afrique, et soutenu par le pouvoir français, des processus dans lesquels les multinationales françaises comme Bouygues ont gagné beaucoup d'argent et sont devenues les reines de l'électricité, notamment en Afrique. On a donc l'impression que, quelque part, Bruxelles et Bretton Woods, c'est le même combat, c'est une sorte de colonisation libérale du monde. Oui, je pense que ce sont des outils du capitalisme. On peut aujourd'hui parler de néolibéralisme. Ce qui est certain, c'est que les recettes qui sont appliquées, qui sont demandées, qui sont exigées, elles font partie d'une époque qui devrait avoir déjà disparu, puisque là, on nous applique des recettes de Thatcher et de Reagan. Bon, on a vu le résultat partout. C'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, la notion même de service public, elle doit être remise sur la table, mais de façon très ferme. C'est-à-dire qu'il faut taper sur la table. Comment on a pu, dans ce pays, en 1946, avoir ce socle qui englobait à la fois la nationalisation de l'énergie, la sécurité sociale, la nationalisation du secteur bancaire, un certain nombre de leviers qui ont été mis en place. Et nous, on considère que là, on a des textes qui sont d'un modernisme extraordinaire et que depuis, on est en véritable régression, c'est-à-dire qu'on a transformé la protection de l'intérêt général en protection d'intérêt privé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des soutiens à gauche et à droite. Les travailleurs, pour résumer les travailleurs d'EDF, vous avez des partisans et des adversaires du nucléaire. Les réunions de vos comités de soutien doivent quand même être houleuses, car il y a quand même des contradictions entre toutes ces personnes. Alors après, que chacun ait sa vision de ce que doit être le mix énergétique, c'est une chose, mais je crois que le plus important, et on l'a vu à la fois dans la tribune parue ces jours-ci ou dans un certain nombre d'expressions des uns et des autres, c'est que justement, il y a cette notion de service public. C'est la première, il faut se mettre d'accord là-dessus. Après, chacun a ses opinions sur les choix à prendre. Mais le plus fondamental, c'est de savoir, est-ce que le service public de l'électricité en France, il doit appartenir aux Français, c'est-à-dire être public et revenir à une énergie publique à 100%, et que donc les choix qui sont opérés sont les choix de la nation, ou bien est-ce qu'on est sur le cadre qu'on nous propose, c'est-à-dire le morcellement, le découpage, et finalement, petit à petit, la dilution, parce que on a été aussi échaudés, nous, dans l'histoire. Vous savez, on a connu EDF, GDF, qui est devenu aujourd'hui GDF, Gaz de France, est devenu petit à petit, mais c'est pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, Gaz de France Suez, puis on nous a enlevé le nom Gaz de France, on a trouvé Engie. Aujourd'hui, on est dans une soupe d'OPA entre Veolia, Suez, etc., avec Engie au milieu de tout ça, et Total qui veut manger tout le monde. Donc, et pourtant, on avait eu des gages. On a entendu Sarkozy en 2004, la main sur le cœur, à l'Assemblée, dire que GDF ne sera jamais privatisé. Donc, on voit bien que le débat principal, avant de parler, et c'est vrai, on peut avoir des oppositions les uns les autres. Moi, j'ai ma conviction très forte sur le fait que le nucléaire participe à la lutte contre le climat sur cette planète. On peut avoir la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ça. Mais on peut avoir des discussions, mais le plus important, c'est de se mettre d'accord. Et les signataires de cette tribune
de camps politiques différents, ils sont d'accord pour conserver ça dans la sphère publique. Alors, la dette d'EDF est souvent invoquée par ceux qui pensent qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire une réforme. Et est-ce que, disons, ce point de vue sur une entreprise qui est endettée, donc qui doit être réformée, est-ce que vous l'entendez? Non, on l'entend surtout comme étant utilisé comme un alibi par les porteurs du projet Hercule, puisque une dette qui est aux alentours de 44 milliards pour EDF, qui doit investir dans les moyens de production pour faire de l'électricité en France. Est-ce que c'est dramatique? Alors, petit 1, c'est pas dramatique. Petit 2, on a connu pire, sans que ça effraie personne. C'est-à-dire que, ramenée en euros d'aujourd'hui, la dette en 83, elle est de 67 milliards d'euros. Personne n'a souvenir que ça a affolé qui que ce soit. La grande différence, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas les agences de notation qui s'occupaient de dire si le service public faisait bien ou faisait pas bien d'investir et d'avoir de la dette, puisqu'on était en établissement public, en EPIC, et que donc, évidemment, emprunt garanti d'État, il n'y avait aucun souci. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc l'histoire de la dette, c'est un pur alibi. On nous explique qu'on ne peut pas aller au-delà de 50 milliards de dettes. Sauf que on ne fabrique pas des petits pois, on parle d'investissement pour les moyens de production, donc ce qu'il faut regarder, c'est les investissements où ils vont, c'est pas la dette. Et puis si on peut aller encore un peu plus loin sur l'analyse de cette dette, la dette, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle a été savamment construite, elle a été savamment creusée, je dirais. Un tiers de la dette, c'est l'État, qui depuis 2004 a pris 20 milliards d'euros dans les caisses. Donc, un État stratège, il aurait dû voir qu'il y avait du renouvellement, des investissements à faire et être moins gourmand et remettre au pot. Donc, 20 milliards. Il y a un tiers de la dette, c'est les aventures à l'international, parce que, évidemment, des dirigeants se sont crus les champions du monde de Monopoly. Donc, on allait investir ici ou là, on allait voir ce qu'on allait voir. On nous a dit 15 fois qu'on serait les champions du monde de l'énergie. Et puis, ils ont pris des vestes monumentales aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et ailleurs encore dans l'histoire, où finalement, là aussi, il y a près de 15 milliards qui sont partis en fumée. Et ça, ce n'est pas le fait des salariés ni des citoyens, c'est le fait de choix de dirigeants validés par les différents gouvernements. Donc, quand on regarde la structure de la dette, le troisième tiers étant enfin la spoliation sur le fameux prix de l'AREN, c'est-à-dire du nucléaire non revalorisé vendu aux concurrents ou bradé aux concurrents. Quand on regarde la structure de la dette, ni les citoyens, ni les salariés ne sont responsables de cette dette. Cette dette, elle a été montée année après année par des aventures des dirigeants, par une irresponsabilité de l'État et par une loi non remise en cause. Quelque part aussi, ce n'est même pas le modèle économique fondamental qui a créé cette dette, mais c'est d'autres choses. Alors, vous avez, comme je le disais, des moyens, des soutiens un peu partout. Est-ce que vous pensez que le rapport de force est tel qu'un référendum d'initiative populaire puisse être convoqué pour bloquer ces projets Hercule? Nous, on pense que tous les outils sont nécessaires et que c'est aussi le sens de la campagne qu'on a lancée vers le grand public. Pourquoi? Parce que les salariés sont mobilisés depuis maintenant 18 mois de façon extrêmement forte et malgré les propagandes incessantes de la direction et de ses leviers de management, ça ne faiblit pas, au contraire, ça augmente. De l'ouvrier au cadre à EDF, une forte mobilisation à sauver cette entreprise. Les politiques aujourd'hui, depuis déjà quelques semaines au Parlement, se sont emparés de la question, mais il nous reste le troisième levier majeur pour remporter la bagarre qu'on est, je pense, en train de faire bouger favorablement, c'est l'alerte citoyenne, et c'est donc comment on met les citoyens à la défense de leur service public d'électricité. Donc c'est le sens de la pétition qu'on a lancée sur le site énergie-public.fr, la campagne d'affichage, la campagne de presse actuelle. Et évidemment, tous les outils sont bons. Donc des députés qui se sont dit favorables dernièrement à un référendum d'initiative populaire, mais nous considérons que si la question a eu du sens par rapport à Aéroport de Paris sur un projet de privatisation, elle a évidemment du sens sur le démantèlement proposé d'EDF. Alors, hier, c'était une forte journée de mobilisation. Les travailleurs d'EDF sont-ils prêts pour une grève, y compris une grève dure, afin de faire prévaloir leurs intérêts? Alors, en fait, les grévistes ne sont pas là pour faire prévaloir leurs propres intérêts. Sinon, le problème sera réglé depuis longtemps. Ce qu'ils considèrent comme l'intérêt général. Ce qu'ils considèrent comme l'intérêt général.
Il démontre depuis, et c'est assez historique finalement, il démontre depuis maintenant 18 mois, journée d'action après journée d'action, leur détermination. Une interfédérale qui tient le choc depuis plus de 18 mois, à 4 organisations, dans la maison comme ailleurs, sans fêlure. Je peux vous dire que c'est assez historique. Deuxièmement, d'amener à de tels niveaux de mobilisation les salariés alors qu'on est dans une période sanitaire extrêmement compliquée et donc avec des dizaines de milliers de salariés en télétravail, quand on sait que la grève est un phénomène collectif, une dynamique que l'on embraye par équipe d'exploitation, par atelier, par bureau, et que là, on réussit à la dynamiser, à la maintenir, alors que les gens sont chez eux, à distance derrière leur ordinateur, moi je trouve que c'est extraordinaire. On a un mouvement fabuleux dans l'histoire de la grève, peut-être une première. Donc les directions comme le gouvernement, il ferait bien d'être attentif à ça, parce que ça démontre, la détermination, et de l'unité formidable qu'il y a dans cette entreprise, et toute génération confondue, puisqu'on le sait, après chaque grève, on regarde un petit peu de près les métiers et la sociologie des grévistes. Les jeunes sont extrêmement présents parmi les grévistes, sur les piquets de grève, dans les manifestations, dans les collages d'affiches. Ils font un travail militant extraordinaire. Et donc, là aussi, c'est une forte défaite pour le camp de la direction. Parce qu'on leur a expliqué et bourré le mou à tous ces jeunes. Sauf que ces jeunes, ils ont compris ce que c'était que l'ADN du service public en très peu de mois. Merci beaucoup, Philippe Page, le Méro. Merci à vous. C'est le moment de la chronique de Noam Anouar, ancien policier et lanceur d'alerte, qui évoque avec nous plusieurs sujets, notamment les amendes pour violation du couvre-feu, dont certaines sont considérées comme abusives. Salut Noam et bienvenue sur le plateau du Média pour ta deuxième chronique. Nous allons approfondir ensemble aujourd'hui 2 sujets déjà évoqués la semaine dernière. Le premier, c'est la fronde qui monte contre les contrôles policiers considérés comme abusifs, des contrôles faits juste après l'heure du couvre-feu. Commençons par regarder une vidéo qui avait fait le buzz et traduisait un peu ce ras-le-bol populaire. On la regarde dans une version plus riche et plus précise que jeudi dernier. Vous êtes malade, vous êtes, de faire un truc pareil. Vous êtes malade, vous ne vous rendez pas compte de le bordel. Ça fait 45 minutes que je suis là, dans le ras-le-bol, hein. On pouvez pas qu'on trace, non, on n'en peut plus. Verbalisé. Allez, présentez vos papiers, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous mettez les gens. Vous êtes malade de faire un truc pareil. Monsieur d'attention, arrêtez de crier. Vous êtes par contre, ça fait 45 minutes que je suis là. Monsieur, s'il vous plaît. Enfin, et là vous me dites que j'ai passé les 18 heures pour 5 minutes. 45 minutes que je suis là. C'est honteux, mais c'est honteux ce que vous faites. Alors c'était chaud, mais tu disais qu'on n'avait pas assez d'éléments de contexte très précis pour savoir l'heure à laquelle ces contraventions ont été faites. Et là, tu nous reviens avec une histoire, et cette fois-ci, des éléments de preuve. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors en fait, c'est une affaire qui est sans rapport avec la scène qu'on vient d'observer dans la vidéo. Ça se passe dans le 15e arrondissement. Donc le 15e arrondissement qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines dans le cadre de l'affaire dite Youri, c'est-à-dire cette affaire au cours de laquelle un jeune adolescent de 15 ans a été grièvement blessé lors d'un affrontement entre bandes. Donc on a eu un certain nombre d'interventions de la part des plus hautes autorités de l'État qui ont promis une fermeté sans pareil à l'encontre du phénomène des bandes pour prévenir ce genre d'agissement. Alors justement, donc on est samedi dernier, dans le 15e arrondissement, près d'un bar qui vend de la bière à emporter. Donc on a un groupe de jeunes qui rentrent de manifestations, un groupe de jeunes tout à fait pacifistes, dont l'un d'entre eux, qui a pris contact avec nous, est étudiant à Paris 2 Assas, en master de finance. Ils sont à peu près une petite dizaine, un peu moins d'une dizaine. Et ils ont tous un profil à peu près équivalent, c'est-à-dire qu'ils sont tous étudiants, au minimum à l'université, parfois en école d'ingénieur. Donc 2 d'entre eux sont métissés, la plupart sont blancs. Ils ont décidé, comme c'est samedi soir, de se regrouper autour de ce bar, de prendre une bière ensemble. Donc à 17h50, ils commandent leur dernière bière et ils décident, dans un moment de convivialité, de boire la bière. Donc à 18h précises, on a un équipage de police qui arrive, donc 6 policiers qui descendent d'un ou 2 véhicules, je n'ai pas la précision, mais qui donc interpellent ce groupe de jeunes, donc ils interpellent verbalement pour contrôler leur identité. Donc le groupe de policiers précise qu'ils ont été appelés
que le groupe va être contrôlé et va être verbalisé. Donc on a réussi à se procurer un exemplaire de l'un des procès-verbaux qui ont été dressés à cette occasion. Donc on voit sur le procès-verbal qu'il est 18h05, donc c'est-à-dire qu'au moment où les policiers arrivent, il est déjà 18h, et les jeunes sont verbalisés à 18h05 précise. Donc effectivement, alors sur nos conseils, ils vont prononcer un recours devant le tribunal de police, parce que naturellement, si les policiers arrivent à 18h, on va dire que si effectivement on veut être précis et manichéen et verbalisé à la minute près, on peut considérer que sur la montre des jeunes, il était peut-être 18h moins 5. Donc on peut effectivement présumer de leur bonne foi dans cette question. Il est souvent question de bonne foi lorsqu'on conteste justement les infractions, mais ça reste quand même quelque chose d'assez problématique pour deux raisons qu'on va expliciter ici. La première, c'est qu'on peut présumer que dans ce contexte post-affaire Youri, il ait été demandé à la police de repérer et de signaler, notamment aux différents services de renseignement, les attroupements de jeunes dont la description pourrait correspondre à celle des bandes organisées. Donc là, on se rend bien compte qu'on est dans un excès au regard du profil de ces jeunes qui sont des jeunes vraiment sans histoire, sans passé judiciaire et extrêmement positifs dans leur façon en tout cas d'envisager la vie. La deuxième raison, c'est justement cette façon dont on détourne la réglementation sanitaire pour pouvoir les verbaliser, les disperser et avoir accès à leur identité. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on présume, on n'en a pas la preuve, pour pouvoir alimenter un fichier anti-bande, justement. Alors, c'est quelque chose qui mérite justement de pouvoir relever en tout cas notre attention, attirer notre attention et d'être dénoncé. Donc on attend une réaction de la préfecture de police à la suite des recours qui vont être prononcés pour savoir si justement il s'agissait d'une infraction qu'on devait obligatoirement verbaliser. On imagine bien que pour un étudiant de 21 ans en master, 135 €, c'est quand même une somme considérable, surtout dans le contexte qui est celui du Covid. Et on peut bien imaginer que de toute façon, c'est jamais agréable d'être verbalisé pour 5 minutes à hauteur de 135 € quand on a fait... Mais justement, on peut penser à une sorte de période de tolérance, étant donné que l'objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de faire respecter le couvre-feu. On peut penser que les policiers n'attendent pas quasiment l'occasion pour mettre la main sur des personnes et les verbaliser. Ce n'est pas un bon signal, ça donne l'impression que c'est punitif, là où on parle de contraintes sanitaires. Alors en fait, le problème, la réflexion qui nous revient assez souvent, c'est comme sur la vidéo, c'est-à-dire des personnes qui rentrent des courses, qui rentrent du travail, qui sont verbalisées et qui disent « mais finalement, à quoi sert la police aujourd'hui ?» C'est-à-dire qu'elle agit sans aucun discernement pour pouvoir verbaliser des personnes dans des cas comme celui-ci, c'est-à-dire qui sont entre nous largement contestables du point de vue de la morale et de l'éthique, même si réglementairement il est 18h05, l'arrêté prévoit 18h, donc on est, je dirais, dans un motif légal, mais du point de vue de la morale et du discernement, c'est quelque chose qui est contestable. Donc les gens disent oui, mais pourquoi est-ce que justement les dealers ne sont pas inquiétés? Pourquoi est-ce que la délinquance prospère? Pourquoi est-ce que la police sert vraiment à ça aujourd'hui? Et on observe une forme... les citoyens ordinaires. Alors, voilà. Le couvre-feu produit lui-même des conditions de congestion qui produisent des embouteillages, et quand les gens entendent ce genre d'histoire, ils se disent moi aussi, parce que je suis parti de mon bureau un peu plus tard, je risque de me prendre une amende alors que j'ai déjà des problèmes. Alors la réponse du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que la semaine dernière, ils ont communiqué justement donc à l'approche du week-end pour dire les bouchons font partie des choses que l'on peut prévoir, donc à charge aux automobilistes d'anticiper justement la durée des bouchons, mais il n'y aura aucune tolérance quant à l'idée justement que les personnes seront verbalisées et les usagers ne pourront pas prétexter justement de la congestion ou de la mauvaise circulation pour argumenter quant aux raisons de leur présence à l'extérieur. Oui, mais de manière pratique, ça paraît complètement lunaire. Écoutez, le ministère de l'Intérieur a avancé pour la seule semaine dernière, c'est-à-dire après les annonces qui ont été faites, le chiffre de 6000 procès-verbaux qui auraient été dressés pour verbaliser des usagers. Donc 6000 fois 135, on est à près d'1 million d'euros quasiment de recettes pour les services de l'État. Donc écoutez, est-ce que le but c'est de prévenir le Covid? Est-ce que c'est de générer des recettes pour les services publics? On se pose la question, c'est-à-dire qu'on est dans une situation assez floue qui fait qu'aujourd'hui, les gens prennent un petit peu de distance, je dirais, affective vis-à-vis de la police nationale. C'est un euphémisme. Oui, effectivement, mais disons qu'il y a un débat à poser et aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que du côté de la place Beauvau, on ait vraiment envie de débattre et d'argumenter.
On revient aussi sur l'histoire du jeune aspirant policier reçu au concours des gardiens de la paix et qui s'est fait bloquer parce qu'il a épousé une femme qui était sans papier. Quelles sont les dernières nouvelles ? Alors, depuis notre émission de jeudi dernier, il y a eu du nouveau. Donc, comme quoi, on n'a aucun doute sur le fait, justement, que le préfet de police aussi regarde notre émission avec beaucoup d'intérêt. Coucou, monsieur l'Allemand. Voilà, c'est ça. Donc, nos salutations. Et effectivement, ce monsieur a reçu samedi matin, a eu la désagréable surprise de recevoir l'arrêté préfectoral qui lui notifiait un refus d'agrément de la part du préfet de police pour le laisser intégrer la promotion des gardiens de la paix en école. Qui confirmait donc la première décision. Tout à fait. Alors, la première décision donnait la possibilité d'un recours gracieux. Donc, on a pu rencontrer son avocat qui, sans hésiter, va se pourvoir devant les juridictions compétentes, en l'occurrence le tribunal administratif, pour faire casser justement cet arrêté du préfet de police qui, selon ses arguments, est totalement illégal. On va écouter justement ces arguments parce que tu es en contact avec lui. Nous avons souhaité lui poser quelques questions, notamment au sujet de ce qu'il considère comme le caractère illégal de la décision de la préfecture de police de Paris. On l'écoute. C'est-à-dire que vous avez un jeune homme qui souhaite être gardien de la paix, qui suit sa scolarité, et à l'issue de cette scolarité, alors même qu'il est dans l'attente de la délivrance de cet agrément administratif, donc pour pouvoir exercer ses fonctions à l'issue de sa scolarité, on lui indique que, au terme d'une enquête de moralité, en réalité, son comportement serait répréhensible. Ça, c'est sur le contexte. Pourquoi est-ce que j'estime et pourquoi est-ce qu'on estime avec mon client que cette situation est parfaitement illégale au regard du droit? Parce que, d'une part, c'est un principe qui est intangible depuis de fort nombreuses années. C'est que, si vous voulez, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vivre maritalement et notoirement avec une personne qui serait en situation régulière. C'est-à-dire que le simple fait d'être marié, de vivre maritalement et notoirement avec quelqu'un, ça ne peut pas vous être reproché. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas une illégalité. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui est parfaitement incompréhensible, c'est de rédiger ce type de correspondance dans la mesure que, même à considérer ce qui serait reproché à mon client de vivre avec quelqu'un en situation régulière, vous avez le principe de solidarité qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel en 2018, qui a été confirmé par une loi toujours en 2018, et qui a été maintes fois également réaffirmé, notamment par un arrêt de la Cour de cassation en 2020, me semble-t-il, sur cette situation. Alors, le principe de solidarité, c'est quoi? C'est une notion, si vous voulez, qui a émergé du fait du Conseil constitutionnel. Le principe de solidarité, c'est qu'on ne peut pas être poursuivi dès lors qu'on aide, si vous voulez, des personnes en situation irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas d'aide avec contrepartie. C'est-à-dire que ce principe de solidarité, il est venu contrebalancer les infractions qui avaient été prévues à l'époque. Ce sont des vieilles infractions qui datent de 1938 sur les délits d'aide à l'immigration, notamment clandestine. Et ce principe de solidarité, c'est le Conseil constitutionnel qui a dû faire œuvre, si vous voulez, de droit pour venir réaffirmer le fait que la solidarité devait prévaloir sur l'infraction qui datait depuis très longtemps. Il y a quelque chose de plus important qu'un cas individuel dans cette affaire. Il y a tout de même le droit à la vie privée, le droit de tomber amoureux et de vivre avec la personne de son choix, mais aussi quelque part une sorte d'extension du domaine des enquêtes de moralité qui sont menées quand il s'agit de recruter dans la police, dans la gendarmerie et plus globalement dans la fonction publique. En l'occurrence, ce mariage a été effectué effectivement dans une mairie française. Donc, ce mariage n'est pas illégal. Et par ailleurs, s'il y avait un quelconque doute sur sa légalité, c'était au maire de l'époque de s'en saisir. Mais en l'occurrence, il n'y a absolument aucune difficulté, aucune illégalité. Et simplement, ce qui prouve bien que l'appréciation qui est effectuée par l'administration, c'est un simple jugement de valeur, puisqu'on parle de comportement et d'enquête de moralité. Et c'est là où c'est un peu déplaisant, c'est que le jugement de valeur est par nature subjectif. Ce jugement de valeur et ce comportement, aujourd'hui, s'inscrit dans un cadre politique que l'on connaît. Et ce cadre politique, la problématique, c'est que les services de l'administration font application du cadre politique, puisque c'est les organismes déconcentrés de l'État qui instruisent cette demande. Et effectivement, prendre connaissance de ce type de motif de refus, ça ne peut être...
c'est un motif administratif, mais il y a effectivement une teinte politique indéniable. Alors, un commentaire, Noam, à ce sujet, au sujet des enquêtes de moralité, justement, et de la capacité de les contester? Alors là, effectivement, les enquêtes de moralité, malheureusement, elles sont faites sur des critères relativement opaques, puisque les fonctionnaires des services de renseignement qui sont en charge de ces enquêtes sont habilités au secret de la défense nationale, donc ils peuvent prendre une décision, mais ne sont pas toujours obligés justement de la motiver. Donc le préfet a toujours connaissance des arguments qui sont présentés par les services de renseignement et a libre choix finalement de les valider ou de prendre une décision contraire à l'avis des services de renseignement, ce qui reste assez exceptionnel. Donc en l'occurrence, dans ce cas précis, le courrier et l'arrêté sont motivés. Écoutez, c'est quelque chose qui, de toute façon, au plan du droit, est largement contestable. Donc, ce qui est malheureux pour ce jeune homme, c'est qu'il va perdre peut-être une année ou deux, et peut-être même, s'il ne fait pas attention, le bénéfice de son concours, puisque le concours a une durée de validité, malheureusement, qui est limitée. Donc, il faudra se pencher sur la question. Mais le dommage que ça va lui causer, outre la perte de temps et la démotivation consécutive à toute cette aventure, c'est l'idée qu'on est en train d'envoyer le signal, finalement, aux Français, dans leur globalité, que le simple fait de fréquenter une personne sans papier, une personne d'origine étrangère, une personne parfois de confession X ou Y, peut s'avérer problématique. Donc on est en train finalement de créer de la distance entre des gens, plutôt que d'aller dans le sens du rassemblement des Français et des résidents qui vivent sur notre sol. Donc mettez-vous à la place de la jeune fille ou du jeune homme qui est aujourd'hui amoureux d'une personne d'origine africaine ou maghrébine, à se dire mince, finalement si je vais au bout et j'épouse cette personne, ben, peut-être que dans les enquêtes de moralité, si un jour j'ai envie de devenir policier, avocat, juriste, ou travailler sur la plateforme de l'aéroport, ou je ne sais quoi, bah, on va me retoquer justement mon badge, mon habilitation, parce que je suis amoureux d'une personne. Donc on est quand même dans quelque chose où aujourd'hui on ne nous dit pas la personne a commis des délits, la personne est suspectée de radicalité ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle est simplement en situation irrégulière sur le territoire national. Donc ça reste quand même quelque chose dont le caractère légal, ou voire même discriminatoire, peut être évoqué. On a eu certains commentaires qui disaient « mais oui, voyons, c'est une personne qui n'a pas de papier ». Et ces commentaires, finalement, oublient qu'une jurisprudence est une jurisprudence. Dès lors qu'on entre en profondeur dans la vie privée de quelqu'un et dans des actes qu'il a commis et qui n'étaient pas illégaux, puisque ce mariage était légal, on ouvre la porte à d'autres abus administratifs. Alors on a effectivement deux choses à savoir qui sont beaucoup revenues dans les commentaires, puisqu'on avait promis qu'on allait étudier justement les questions des auditeurs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait d'être sans papier en France, depuis 2012, ne constitue plus une infraction au sens pénal du terme. C'est-à-dire qu'avant, on répertoriait ce qu'on appelait l'ILE, infraction à la législation sur les étrangers, et donc les gens qui hébergeaient ou qui aidaient les étrangers sans papier étaient passibles de poursuites pénales. Donc une juridiction européenne a annulé depuis justement l'existence et le fondement même de ce délit. Donc aujourd'hui, le fait d'être en situation irrégulière sur le territoire européen, notamment l'espace Schengen, n'est plus passible de poursuites pénales. C'est simplement une situation qui est examinée au cas par cas par les préfectures et parfois, le cas échéant, par le juge des libertés de la détention. Il ne faut pas essentialiser non plus les êtres. Même dans notre équipe nationale de football, il y en a dont les parents étaient sans papier, un certain nombre. Parfois dans les équipes ministérielles, ça arrive dans les aussi, hôpitaux, parmi les aides-soignants, les infirmiers, peut-être même les médecins, il y a des gens qui ont eu, à un moment donné de leur vie, des problèmes de papier. Alors, un internaute nous fait remarquer qu'un commissaire qui s'était distingué pour avoir tabassé des manifestants contre la loi sécurité globale était pourtant connu pour ses liens avec la mafia corse via son frère, ce qui est sans commune mesure avec cette histoire de ce jeune homme et cette jeune fille qui sont amoureux et qu'on embête. Ils disent, voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Alors écoutez, la compagne de ce monsieur est certes sans titre de séjour, mais elle est citoyenne algérienne. Donc est-ce que si elle avait été canadienne, américaine ou autre, on aurait eu droit au même traitement? Et elle est surtout la maman d'un Français. Oui, tout à fait. Elle a donné, c'est un couple qui s'aime, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc ou d'un mariage gris, c'est des gens qui ont fait un enfant, qui vivent très heureux. Si ce n'est que justement ce jeune homme a besoin justement de préciser son projet familial. Pour ça, il a besoin d'un emploi stable et il avait pensé que la police lui permettrait justement de se réaliser en tant que père de famille. Et aujourd'hui, il est extrêmement déçu et affecté de sa situation. Avant de terminer sur ce sujet, je voudrais apporter quelques précisions. L'épouse sans papier de notre aspirant policier est tout simplement une Algérienne
arrivé en France avec un visa étudiant, qui a eu du mal à négocier un changement de statut et n'a pas eu les moyens de s'offrir un avocat conseil pour y arriver. Non connue des services de police, elle n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Je voudrais aussi vous faire écouter un extrait du témoignage de notre aspirant policier qui nous a raconté par écrit ses échanges avec les fonctionnaires chargés de l'enquête de moralité le concernant. Il m'a été demandé, est-ce que mon mariage avec mon épouse algérienne est blanc? Est-ce que ma femme est musulmane? Est-ce qu'elle respecte les valeurs de la République? Le policier de l'enquête m'a recommandé de ne pas poursuivre ma candidature GPX au vu de la situation de ma femme. Il m'a répondu que l'administration n'oublie rien, que je ne pouvais pas être policier si je n'étais pas exemplaire, tout en me psychanalysant, en me disant que je pouvais avoir une forme de trouble mental si je souhaitais être policier au vu de ma situation. J'ai refusé sa proposition d'abandon de mon concours et j'ai demandé son indulgence vis-à-vis de son avis sur ma moralité en restant calme et courtois. L'entretien s'est terminé par la suite. Alors, pour ne pas être totalement négatif, tu avais une petite histoire à nous raconter sur des policiers municipaux. Alors, en fait, j'insiste pour faire un petit clin d'œil à 3 policiers municipaux qui exercent leurs fonctions à Fréjus, dans le département du Var, près de Toulon, pour avoir porté secours en juin 2018 à une personne âgée et avoir neutralisé son agresseur, c'est-à-dire l'avoir interpellé sans incident, naturellement. Donc, ils ont été cette semaine décorés de la médaille de la sécurité d'intérieur. Donc, je voudrais rendre un hommage particulier à Anthony, Yann et Stéphane, qui sont tous 3 en exercice dans la ville de Fréjus. Voilà. Donc, bravo les gars pour ce que vous avez fait. On a besoin de vous. Comme quoi, une police de proximité au service des habitants qui s'inscrit dans un véritable cadre de service public, c'est tout à fait ce qu'on demande. Et quand la police fait bien son travail, ma foi, il faut aussi le faire savoir et l'encourager. Alors, on va passer aux questions des internautes. Une question des internautes qui a été sélectionnée, ce sera la pratique désormais. Donc, ça veut dire que dans un commentaire YouTube, Facebook ou par mail, rédaction@mediatv.fr, vous pouvez envoyer votre question. Dans quelles conditions un policier peut-il être autorisé à fouiller un civil si celui-ci se trouve dans l'espace public ou dans le hall d'un immeuble? Alors, on va préciser la question, on va essayer de répondre point par point. Alors, les policiers ont compétence à contrôler les individus sur la voie publique. Donc, le hall d'un immeuble, en principe, il s'agit d'un espace privé, donc les policiers n'y ont pas forcément accès, sauf en cas de flagrant délit, c'est-à-dire pour poursuivre un individu qui se serait rendu coupable d'un délit dans le cadre de la flagrance. Alors, parfois, les immeubles, c'est-à-dire que les bailleurs HLM donnent de façon de tradition des autorisations permanentes pour que les policiers puissent agir justement et pénétrer dans les parties communes des locaux. Donc, ça fait partie des cadres légaux. Ensuite, comment dire ? Fouiller une personne, alors là, c'est le deuxième point de la question qui peut poser problème, c'est-à-dire que les policiers n'ont pas le droit, dans la majeure partie des cas, de fouiller un individu. C'est-à-dire qu'une fouille, que ce soit la fouille de vos poches ou de vos effets personnels, de vos bagages, d'un sac à main, d'une voiture ou d'un coffre de véhicule, est assimilée à une perquisition. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un policier décide d'actionner le zip de votre sac à main, donc il est dans le cadre de ce qu'on appelle une perquisition. Donc, une perquisition, ça se fait dans un cadre très réglementé. Il faut impérativement que ce soit le fait d'un officier de police judiciaire qui agisse soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance. Donc il y a un seul cas qui permet aux policiers lambda de procéder à la fouille sans votre aval de votre coffre de véhicule, de votre sac à main, de vos poches, c'est l'état d'urgence. Donc après les actes terroristes par exemple du 13 novembre, le président de la République a prolongé par vague de 6 mois l'état d'urgence qui autorisait les policiers lambda justement à procéder à des perquisitions sans la qualité d'officier de police judiciaire, mais le reste du temps, c'est strictement proscrit par la loi. Le policier peut juste vous demander de vider vos poches, il peut vous demander d'ouvrir le coffre de votre voiture, il peut vous demander d'ouvrir votre sac à main et de lui présenter justement de visu les effets qui s'y trouvent, ou il peut, selon justement le règlement interne de la police nationale, procéder à une palpation de sécurité, c'est-à-dire avec ses mains essayer de sentir justement la teneur des objets qui peuvent se trouver dans votre poche pour voir si vous dissimulez un objet dangereux dans vos manches,
blanches dans vos chaussettes ou quoi que ce soit, mais absolument pas y accéder, sinon à ce moment-là il s'agit d'une fouille à corps et la fouille à corps est strictement réglementée et elle est, que je le rappelle encore une fois, dans les compétences exclusives des officiers de police judiciaire. Alors merci Noam, on se retrouve la semaine prochaine et ou avant s'il y a une actualité particulière, mais nous invitons donc toutes les personnes qui, les lanceurs d'alerte, les personnes qui veulent nous faire des révélations, donner des informations sur les relations qu'elles peuvent entretenir avec la police ou d'ailleurs de l'intérieur de la police, à prendre contact avec toi et la rédaction travaillera avec toi sur ces sujets. Voilà, d'intérêt public, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi pour une nouvelle édition de notre émission d'actualité. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus, partagez dans vos réseaux, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas déjà et si vous le pouvez, bien entendu, devenez sociaux ou donateurs du média. À plus.